Voilà, je voulais vous parler de l'expérience que j'ai eue à 2 reprises, tenter un essai biographique de 2 compositeurs que je joue depuis, allez, on va dire, un demi-siècle là maintenant. Et je suis non seulement attirée par la musique, mais par tous les arts, la peinture, la littérature. J'aime m'exprimer par écrit aussi. Et les essais biographiques que j'ai fait de Jean-Sébastien Bach et maintenant actuellement de Serge Rachmaninov, je l'ai fait sur un support technologique assez récent pour moi, la vidéo. Et donc, j'ai constaté qu'il est difficile, même si on écrit sur un clavier d'ordinateur, pour garder les sources que l'on découvre, et même si on prend de temps en temps des notes par écrit, il est très difficile de passer de l'un à l'autre, de l'écrit à l'usage de l'ordinateur ou du mobile. Et donc la mémoire en pâtit. Si on reste uniquement avec un bloc de papier et qu'on consulte les sources en bibliothèque, par exemple, on peut passer sans fatigue une demi-journée en bibliothèque et à tout consigner par écrit. C'est impossible de passer une demi-journée à rechercher des sources sur Internet. D'autant plus lorsqu'on choisit de faire un essai biographique sur des compositeurs d'une langue étrangère, parce que beaucoup de documents sont faits par les amoureux des compositeurs de la même langue. Jean-Sébastien Bach a beaucoup d'écrits en allemand, des compositeurs qui l'ont suivi, qui ont consigné des sources, et pour Rachmaninov, c'est en russe évidemment, et donc avec un alphabet différent. Donc, cette difficulté-là, je n'ai vraiment pas encore trouvé la solution pour passer de l'écrit au visuel. Mais en attendant, j'aime beaucoup aussi les sources que je découvre, pour ne pas la citer sur YouTube ou quoi, parce qu'on a quand même des interviews qui sont traduites, qui sont sous-titrées, avec, comme pour Rachmaninov, par exemple, j'ai découvert une interview de son gendre, Boris Konius, le mari de Tatiana, la fille cadette de Serge Rachmaninov. C'est très précieux. Ce sont parfois des documents qui ont 40 ans, mais où ceux qui ont réalisé ça avaient une technique que je n'ai pas en tant qu'amateur particulier. Et donc, on découvre aussi des paysages, on découvre des maisons que Serge Rachmaninov a habitées en France, par exemple. Donc, c'est quand même précieux. Et ça, on ne trouve pas dans les sources écrites. Alors, c'est donc quand, un peu démuni au niveau technique, on s'attaque à l'heure actuelle à des essais biographiques, eh bien, c'est comme si on devait traverser un océan pour aller dans un autre continent. Il y a des périodes d'extrême impuissance, où on ne trouve pas de solution pour coudre les informations qu'on a trouvées ensemble, et en plus il y a beaucoup d'erreurs. Il y a vraiment, j'ai découvert ça encore notamment en approfondissant la vie de Serge Konius, de Julius Konius, qui était violoniste et ami de Serge Rachmaninov. Il avait un frère, Lev, dont on a beaucoup de photographies, parce que Lev était pianiste et faisait partie de la même année d'élèves au conservatoire à Moscou. Eh bien, sur des... donc, Julius Konius a composé un concerto de violon. Eh bien, dans les maisons de disques,
la photographie qui est censée représenter Julius Conius est celle de Lève, de Léon, le pianiste. J'en ai quand même découvert une, mais quand vous croyez que une source comme ça d'une photographie, c'est vraiment par hasard que vous découvrez l'erreur. Et donc, c'est des mois et des mois de lecture de documents et de photographies qui permettent à un moment donné de voir l'erreur. C'est par exemple, il y a la photo de la petite fille de Serge Rachmaninov, Sophie, donc la fille d'Irina, sa fille aînée, et du prince Volkonsky. Elle est perchée avec un petit chapeau de carnaval sur un piano de concert de Serge Rachmaninov. Et donc, ce n'est qu'il y a 8 jours que j'ai trouvé une autre source qui la nommait comme sa petite fille, alors que dans énormément de sources que j'ai trouvées, on la nommait comme sa fille. Voilà, donc la même chose quand on parle de Léon Tolstoï. Léon Tolstoï faisait partie d'un lignage familial des Rachmaninov. Et donc, j'ai découvert dans des sources de membres de la famille de Rachmaninov que Rachmaninov a fait des voyages ressourçants chez Léon Tolstoï. Or, dans d'autres sources, mais mondiales, de connaisseurs de Rachmaninov ou de critiques musicaux, on découvre un aspect de Léon Tolstoï méprisant Rachmaninov, ce qui, à mon sens, est faux. La même chose pour la dépression nerveuse de Serge Rachmaninov. Des amis épistolaires de Serge Rachmaninov racontent que ce qui a sauvé Serge Rachmaninov de cette tristesse de l'échec de sa première symphonie, c'est le fait de devenir responsable, donc chef d'orchestre du théâtre Marmontov, qui était un théâtre privé pendant 2 ans. Puis il s'est vraiment fort intéressé au chant slavon de l'Église orthodoxe, et il a suivi des cours auprès de Chesnokov et de Klasatsky pendant 2 ans. Et alors qu'on présente qu'il n'a plus rien fait et que c'est un médecin hypnotiseur, et c'est vrai, c'était le médecin de famille des Rachmaninov, Nicolas Dahl. D'ailleurs, Rachmaninov lui a dédicacé son 2e concerto, mais on aurait tendance à présenter uniquement Serge Rachmaninov comme ayant fait une grave dépression nerveuse que seule l'hypnose a sauvée. Voilà, ça c'est incorrect, c'est vraiment incorrect. Et donc, faire la part des choses et démêler comme ça le vrai du faux, et puis après se rendre compte que soi-même on commet des erreurs en relatant les connaissances qu'on a récoltées, eh bien ça donne des sueurs froides. Enfin bon, je me dis que puisque d'autres font beaucoup d'erreurs et qui sont meilleurs connaisseurs que moi, je peux m'en autoriser 1 ou 2 par chapitre que je consacre à Serge Rachmaninov. Voilà. Dans le cas de Jean-Sébastien Bach, ça m'a apporté énormément. Parce que je suis quand même une férue, j'ai été une férue de Jean-Sébastien Bach. Bon, après, on déplace, quand on travaille des œuvres au piano, on passe d'une époque à une autre, et puis voilà, on ne sait pas tout faire. Mais avec Jean-Sébastien Bach, j'ai découvert autant dans la vie quotidienne du XVIIe siècle, après la guerre de 30 ans, que au niveau de l'agencement de l'empire, du Saint-Empire germanique, de la naissance de la force allemande en Prusse, etc. C'était une encyclopédie historique pour moi de me plonger dans cette période baroque, et ça m'a permis de découvrir l'impact que Jean-Sébastien Bach a encore jusqu'à nos jours sur tous les compositeurs, sur les musiciens. Voilà, donc ça j'ai fait pendant le Covid, je vais dire entre guillemets pendant l'enfermement obligatoire du Covid qui m'a empêché d'enseigner, et
Et voilà, j'ai fait ça pour mes élèves, d'abord à Maritsu, pour les enfants, et ça m'a pris 1 an et demi. Et voilà, je trouve que c'est vraiment expérience merveilleuse. Et au moins, on va au fond des choses. Quand on s'engage comme ça, qu'on termine son premier chapitre et puis qu'on voit qu'on avance, on est tenu, on est en suspense de découvrir encore certaines choses. Et donc, c'est pas comme quand on lit en dilettante un livre sur un compositeur qu'on aime et puis on abandonne le livre en cours de route pour passer à autre chose. S'obliger moralement à faire un essai biographique par rapport à son entourage déjà personnel, ça permet d'aller jusqu'au bout. Et je dois dire qu'avec Serge Rachmaninov, quand j'ai terminé le 2e chapitre le mois dernier, je ne savais vraiment plus du tout comment m'y prendre. Hein. C'est tellement immense. C'est tellement immense la vie de Serge Rachmaninov. Historiquement déjà, avec la révolution russe et tout ce qui a amené la révolution russe, et puis le fait que c'est présenté comme une fracture quand en 1918, Rachmaninov est parti aux États-Unis puis a demandé la naturalisation américaine. Bon, c'est complètement incomplet, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. Donc Serge Rachmaninov est arrivé dans un premier temps aux États-Unis, mais il y avait déjà été en 1909, il était attendu les bras ouverts, il y faisait des concerts. Avant donc 1918, il allait à Londres, il venait à Bruxelles, il allait en Italie, à Rome, à Dresde très souvent, à Berlin. Il s'intéressait à la poésie des symbolistes. Il a voulu faire un opéra d'après Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, puis après il a voulu faire un opéra. Il n'en a pas eu les droits d'auteur d'après une œuvre de Maeterlinck. Il connaissait Debussy. Donc, quand il est arrivé aux États-Unis en 1918, ben, il s'est installé et il a pris un agent commercial et donc il a été tenu de faire une série de tournées. Mais, par exemple, une de ses filles était restée à Paris et chaque fois qu'il pouvait s'éclipser, il revenait à Paris. Il avait des liens avec le Conservatoire russe de Paris, il donnait des concerts, il séjournait parfois tout l'été en France. Quand il était en France, ben, il faisait un saut jusqu'à Dresde, où il avait gardé des liens également. Donc, voilà, ce n'est vraiment qu'à partir de 1939 que ça sentait le roussi et qu'il n'est plus venu. Son dernier concert en France, à la Porte Chaillot, c'était en 1938. Mais il a gardé des liens parce qu'il avait une maison d'édition à Paris. Donc voilà, quand on découvre tout ça, eh bien, bon, on commence alors à tenir un fil. Et au lieu de faire alors une biographie chronologique, on fait une biographie par rapport à des valeurs comme l'amitié, comme voilà. Et alors, on se rend compte qu'en fait, et c'est la piste que j'ai trouvée pour ça, c'est que le mariage de ces 2 filles était vraiment la preuve de ses amitiés. Et par ce fil-là, je me suis intéressée aux dédicaces entre ses amis et lui, et j'ai alors trouvé tout un lien cimenté, un ciment entre plusieurs pays où s'étaient exilés tous les artistes, plusieurs professions d'artistes comme violoniste, pianiste dans le monde musical, édition, organisateur de concerts, et tout ça a gravité autour de Serge Rachmaninov. Et en tant que Belge, Serge Conius, qui était le père de Boris Conius, le mari de sa plus jeune fille, a étudié avec les meilleurs enseignants de l'école franco-belge du violon. Et donc, ça m'a permis de faire un lien entre
le concours Anne-Elisabeth, Eugène Ysaÿe, Guillaume Lequeux, pour qui j'ai une admiration sans borne, et Julius Cognier, son concerto pour violon et son amitié avec Serge Rachmaninoff. Voilà, ça c'était des petites confidences, d'abord de ma grande humilité que j'essaie de garder par rapport aux erreurs que je fais dans ces aventures-là, et aussi pour vous partager le bonheur que ça donne de se sentir une obligation morale de continuer ce qu'on a décidé de faire, et alors de pouvoir aller, de connaître à fond une époque, un pays et un compositeur. Merci pour votre écoute. Voilà, pendant ces quelques minutes, le jour s'est vraiment levé, alors et révèle ce qu'on devinait. Voilà. J'ai amassé ces images magnifiées d'un quotidien qui, si maintenant il y a un rayon de soleil va se poser et va rendre les images plus nettes et les couleurs plus nettes, eh bien on va y voir de la poussière. Tandis qu'ici tout est l'air irréel. Et ça c'est le monde de la musique qu'il faut toujours garder. Le monde de la musique a ça de très proche avec la religion, c'est que ça nous met sur un petit nuage de beauté, alors que si on n'a pas ce nuage de beauté, on est confronté à l'image directe du réel, et parfois sous un mauvais éclairage, et ça donne alors une insatisfaction. Voilà, là c'est vraiment le bonheur intégral, hein. C'est tout là. Bon, je vous souhaite un bon dimanche.